Bien, je vous remercie infiniment d'être venu jusque dans cette salle Médicis. Je remercie mon collègue sénateur et Henri Drincourt qui était là tout à l'heure, qui va revenir. Je crois que d'autres sénateurs s'étaient inscrits pour venir. On va voir. Vous voyez qu'en ce moment, l'activité du Sénat est assez chargée et que, bon, c'est un peu la course-poursuite. Mais bon, revoilà Henri Drincourt. Lorsque Patrick Caram nous a demandé, après l'Assemblée nationale, si on accepterait de faire, avec Marisa, qui arrive, une audition sur les persécutions des chrétiens d'Orient, moi je lui ai tout de suite dit oui, d'abord parce que lorsque Patrick, au Conseil régional, m'avait demandé de signer la pétition motion, je l'ai signée tout de suite, dans la mesure où je suis bien conscient que, et je ne suis pas le seul, je salue l'arrivée de notre collègue Ocassia, moi je suis extrêmement préoccupé par un élément assez simple, la faible médiatisation de ce qui se passe. Je veux dire par là, évidemment, l'actualité va très vite, nous sommes inondés, je salue nos collègues qui arrivent, l'actualité va très vite, les chaînes d'infos sont ce qu'elles sont, on s'intéresse beaucoup aux actes de guerre, on s'intéresse beaucoup à un certain nombre de sujets politiques, mais c'est vrai que ce qui se passe pour les chrétiens d'Orient, ce qui se passe chez les Coptes, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe en Irak, passe un peu inaperçu parce que y a une échelle de médiatisation qui fait que on dit il y a 120 000 morts en Syrie, il y a des combats au Liban, il y a évidemment ce qui se passe en Égypte par rapport à l'armée, aux frères musulmans, et dans l'échelle, non pas des valeurs, mais dans l'échelle de la couverture médiatique, ce qui se passe pour les chrétiens passe au second plan. Alors il y a quand même, ici ou là, dans la presse, des reportages, des articles, des témoignages, et sur le coup, il y a l'insupportable qui apparaît, mais qui aussitôt, je ne dis pas disparaît, mais est noyé dans le reste. Et donc, avec Marisa, on s'est dit, c'est peut-être pas normal, le problème est plus lourd que ça. Moi qui suis historien, je suis bien conscient du rôle particulier de la France dans cette région du monde, du rôle particulier qu'elle a eu dans le passé de, entre guillemets, même si ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, de protecteur des chrétiens d'Orient. Et on a un peu le sentiment que le lien entre la France et les chrétiens d'Orient s'est distendu, qu'on en parle moins, que l'écoute n'est plus suffisante. Donc, je le dis tout à fait clairement, on va naturellement vous écouter, les sénateurs qui sont là pourront vous poser toutes les questions qu'ils souhaitent, pour que vous nous disiez, pour chacun, votre témoignage, votre part de vérité. Mais Patrick nous a demandé, par exemple, si on accepterait de mettre en place de manière pérenne, et non pas sur une seule audition, évidemment, un groupe d'études sur la situation des chrétiens d'Orient. Et je pense, avec Marisa, que naturellement, on va mettre en place ce groupe d'études dans les semaines qui viennent, de manière à ce qu'il y ait une permanence d'écoute et en même temps une permanence de réaction, interpeller le gouvernement, interpeller évidemment l'Union européenne, voir comment à la fois notre diplomatie, mais aussi nos responsables politiques peuvent agir, et ne pas faire que ce soit uniquement sur un reportage qui va scandaliser l'opinion une fois et qui sera noyé dans le reste de la situation. Il faut qu'il y ait un éclairage constant, permanent, régulier, de manière à ce que cette situation extrêmement préoccupante soit analysée et soit durablement couverte. Voilà ce que je voulais dire rapidement à l'introduction. Ensuite, Marisa, puis Patrick, et ensuite, naturellement, nous écouterons chacun d'entre eux.
Merci Roger. Bien, bonjour à tous. Je ne peux que souscrire aux propos de Roger Carucci sur cette question. Et puis remercier aussi Patrick Aram qui est toujours à la pointe de combat contre les injustices, parce que ce n'est pas la première fois qu'il lance des pétitions. Il l'a fait à un moment pour les musulmans qui étaient en danger. Il le fait aussi pour les chrétiens. Donc c'est une hauteur de vue. Et quand il m'a appelé, j'ai dit à Patrick, évidemment. Évidemment, parce que, au risque de choquer certains qui sont très laïcs dans cette enceinte, si je le fais, c'est au nom de ma foi. Et au nom de ma foi musulmane. Comme certains émirs à Damas, qui a sauvé des milliers de chrétiens de Damas. L'islam est bafoué par ces gens qui commettent ces horreurs. L'islam en tant que foi, en tant que religion, est bafoué. Et ça, c'est insupportable pour des gens comme moi, c'est vrai, et beaucoup de musulmans. Donc, les musulmans n'ont jamais été aussi créatifs que dans les pays où il y avait une mixité ethnique, une mixité religieuse. Et qu'est-ce qu'on voudrait faire en ce moment? Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Les chrétiens ont été dans ces territoires bien avant les musulmans, ils sont chez eux. Il n'est pas question qu'ils quittent, parce que ça serait l'échec de tous s'ils venaient à quitter. Mais rester aussi dans ces conditions-là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et je veux rappeler qu'avec mon collègue Vial, qui est président du groupe d'amitié France-Syrie, nous avons reçu sa béatitude, Monseigneur le patriarche de Jérusalem. Et ces questions ont déjà été abordées par lui en disant la France a un devoir de protection des chrétiens d'Orient. Et au nom de ce devoir, nous faisons appel à vous. Donc c'est uniquement aussi pour vous dire que je suis là pour vous écouter. Et évidemment, comme l'a proposé Roger Carucci, nous ferons ce qu'il faudra pour que ces questions soient davantage entendues, parce que c'est vrai qu'elles ne le sont pas, malheureusement. On est dans des masses de choses et on ne voit plus ce qui peut paraître, ces mouvements qui sont essentiels et qui pourraient complètement changer l'avenir de cette zone si les chrétiens d'Orient étaient appelés à quitter ces territoires, ce que je ne souhaite pas, parce que leur place est là-bas. Et là-bas, c'est leur pays, que ce soit en Égypte, en Syrie, au Liban, c'est leur pays. Et il faut bien sûr pour ça que nous faisions tout pour arrêter cette guerre sordide en Syrie, qui est un des points focaux de ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Voilà. Difficile d'intervenir après ces deux plaidoyers vraiment très éloquents et surtout très forts, très humains. Donc merci, cher Bariza, cher Roger, d'avoir d'abord été les premiers à signer cette pétition et puis avoir bien voulu collaborer pour organiser cette audition à l'Assemblée nationale. Merci aussi pour ce qui a été dit et pour ce groupe d'études qui va être mis en place. Je pense qu'on peut déjà compter dessus. Bariza, Roger, donc d'accord, donc c'est acté. Eh bien merci, parce que c'est donné l'élément extrêmement... Oui. On va essayer. D'accord. En tout cas, le fait que ce soit porté par des groupes politiques différents donne un supplément de crédibilité à cette initiative. Alors, pourquoi cette coordination? Bariza a rappelé que mes combats étaient autres, des combats humanistes pour les droits de l'homme. Pourquoi cette coordination? Je suis un laïc et ceux qui sont dans cette salle, certains d'entre eux sont aussi des laïcs. Pourquoi cette coordination? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la présence chrétienne est menacée. Laurent Fabius a parlé de chrétiens pourchassés, liquidés, et il a raison, est menacée dans ces régions du monde. Je veux juste rappeler 3 chiffres. Il y a 50 ans, les chrétiens représentaient entre 15 et 20% des populations de ces zones. Aujourd'hui, ils sont entre 6 et 8%. Et demain, dans 10 ans, si rien n'est fait, ils seraient entre 2 et 3%. Et ils disparaissent, par exemple, Elie Chiako pourra le dire, d'Irak et d'autres pays. Il y a des processus aujourd'hui en cours qui sont extrêmement inquiétants. Alors, pour que les choses soient claires,
cette coordination s'est créée non pas sur c'est créé sur une neutralité, pas de politique politicienne, pas de politique politicienne. Ici, c'est une neutralité totale et pas de politique politicienne quant à la situation là-bas. Nous avons des évêques d'Orient, les principaux, qui ont appelé à signer cette pétition, qui ont signé cette pétition. Nous avons des organisations laïques, nous avons aussi des représentants d'organisations politiques. Toutes ces organisations peuvent être concurrentes sur la scène, par exemple, libanaise ou la scène syrienne. Ces organisations se retrouvent autour d'une seule idée aujourd'hui, cette présence chrétienne, assurer sa pérennité. Et c'est extrêmement important et encourageant de voir que des représentants de différents pays et de consciences politiques très divergentes parfois se retrouvent sur cette idée. Pourquoi ils se retrouvent? Tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a urgence. On parle aujourd'hui de la disparition de chrétiens. Alors oui, dans ces régions, les habitants tous souffrent de ce qui peut se passer. Ils souffrent des guerres, ils souffrent des privations, ils souffrent aussi des agressions, ils souffrent des massacres, ils souffrent tous. Mais les chrétiens, les minorités en particulier, souffrent de manière plus accrue, et les chrétiens encore plus que les autres. Et souvent parce qu'ils sont chrétiens. Et c'est ça toute la difficulté de faire, et de faire comprendre les choses ici. Et c'est pour ça que votre initiative est extrêmement importante. Les chrétiens sont chez eux, dans ces régions du monde. Marisa, tu l'as parfaitement dit. Tu as aussi dit que leur exode priverait l'Orient d'une partie importante de ses ressources humaines, mais aussi de son futur développement. Et les chrétiens ont toujours constitué les traits d'union entre les civilisations arabo-musulmanes et les civilisations occidentales. Leur disparition signifierait une perte pour l'Orient, un rétrécissement sur d'autres problématiques, et peut-être pour l'Occident et l'Europe en particulier, eh bien, une interrogation sur les voisins, sur ce qui peut se fomenter à ses frontières. La présence des chrétiens est un antidote à tous les extrémismes. Donc, merci aujourd'hui, messieurs, mesdames les sénateurs, d'avoir accepté d'être présents, de soutenir et de signer cette pétition et de relayer notre message. C'est extrêmement important. Très bien. Eh bien, si vous le voulez bien, on va... je vais donner la parole à notre collègue Yann, mais si Vielle le permet, comme Henri doit partir dans 5 minutes, je voudrais que Henri, s'il le souhaite, dise quelque chose, pose une première question, et ensuite, Yann, je te donnerai volontiers la parole en tant que président de l'Unité française. Oui, merci Roger. Je voudrais à mon tour, après Marisa et après Roger, remercier Patrick Aram et puis tous les représentants de toutes les familles qui sont là pour cette initiative qui est extrêmement importante. J'ai envie de dire presque enfin, parce que finalement, de mon point de vue, c'est quand même une des rares fois ou des premières fois où tout le monde va se retrouver autour d'une noble cause pour la défendre. Ce qui se passe dans certains pays, dans certains territoires est absolument inadmissible. Il y a ces enlèvements, ces assassinats, ces destructions, c'est absolument intolérable. C'est une honte faite à l'humanité. Et donc tout ce qui concerne la situation des chrétiens d'Orient, effectivement, pour nous Français, revêt une signification et une dimension tout à fait particulière. Lorsque j'ai eu le privilège d'exercer la fonction de ministre de la Coopération, j'ai à plusieurs reprises organisé des réunions avec des représentants des différentes églises. J'ai eu le privilège de recevoir les patriarches, et en particulier le patriarche de Damas, au mois de février-mars 2012, et il était venu m'expliquer la situation tragique dans laquelle effectivement se trouvaient un certain nombre de nos amis, et il m'avait demandé d'essayer de bien expliquer au président Nicolas
de la République, Nicolas Sarkozy, quelle était la situation. Et je suis heureux de constater d'ailleurs qu'en ce domaine, la France ne parle que d'une seule voix, quelle que soit la majorité qui soit en place. C'est quand même rassurant par rapport à tout ce qu'on nous dit tous les jours dans les médias. Là, cette cause-là, elle rassemble tout le monde. Et donc, moi, je voudrais souscrire tout à fait, bien sûr, à la pétition, et puis à l'idée de créer un groupe d'études ici au Sénat, parce qu'il faut absolument qu'on essaye, dans le flot continu de toutes les informations qui se déversent chaque jour sur nous, de faire entendre la cause des chrétiens d'Orient, bien sûr pour eux-mêmes, mais au-delà de ça, c'est quand même, sans forcer le trait et sombrer dans la face, c'est quand même un véritable enjeu de civilisation. Voilà, merci. Très bien. Notre cher collègue Vial. Oui, merci. Excusez-moi, moi aussi, je devrais vous quitter 5 minutes, mais volontiers me féliciter effectivement de cette rencontre, puisque j'avais eu le plaisir, il y a une semaine, de répondre à l'invitation de nos collègues de l'Assemblée nationale qui organisaient cette même rencontre. Et moi, je m'apprêtais d'ailleurs, j'ai arrêté les courriers quand j'ai vu ces invitations, à répercuter auprès des présidents des groupes du Moyen-Orient ce document qui nous avait été présenté à l'Assemblée nationale pour effectivement la signature. Et non seulement je me félicite d'avoir retenu ces courriers, mais je pense que c'est mieux que ça se fasse dans le cadre de ce qui vient de nous être présenté à l'instant par nos collègues Roger Karouchi et Bariza Kari. Et j'ai été très sensible aux propos de Bariza, parce que peut-être d'ailleurs mes explications avaient peut-être interrogé certains lorsque j'avais indiqué que la cause des chrétiens d'Orient est une cause qui mérite effectivement toute l'attention, et je n'ai rien à enlever à ce qui a été dit. Et c'est vrai qu'on a peut-être que trop tardé à nous mobiliser. Mais j'avais exprimé l'inquiétude qui était d'ailleurs dans les propos de l'autorité religieuse latine qui m'avait fait le plaisir de recevoir à tes côtés, et quand il avait dit, mais nous souhaitons que ce soit les droits qui soient défendus, et nous ne sommes pas d'abord chrétiens, nous sommes d'abord habitants de ce territoire. Et moi, je trouve que ce qui serait effectivement avec une portée plus forte, c'est qu'à travers la défense des chrétiens d'Orient, et donc tout à fait la démarche, il y a aussi la défense du passé, de ce qu'ils sont, mais de l'avenir qu'il faut construire. Et l'avenir qu'il faut construire, il va falloir le construire sur ces pays, avec tous ceux qui habitent ces pays, c'est-à-dire toutes les religions. Et s'il pouvait y avoir effectivement ce trait d'union entre toutes les religions à travers la défense des chrétiens d'Orient, je crois que ça serait une dimension supérieure au combat. Voilà, donc moi bien évidemment, je souscris complètement à la démarche qui vient de nous être présentée à l'instant. Je pense que c'est un bon combat qui peut être mené par ce nouveau groupe au Sénat. Et donc, bien évidemment, de m'y associer, mais de donner cette dimension. Et je suis très sensible aux propos qui ont été tenus par Bariza. Merci Jean-Pierre. Je donne tout de suite la parole à Christian Cambon, qui lui préside le groupe d'amitié France-Maroc. Merci Roger, et à mon tour, bravo pour cette belle initiative. Je voudrais simplement qu'on examine la possibilité aussi de la décliner sur les territoires. Nous sommes ici au Sénat. Le Sénat, c'est l'Assemblée qui représente les territoires. Et ce genre de pétitions, de mouvements, ils sont importants à condition que localement, sur le terrain, on puisse en décliner la prise de conscience. Et je pense qu'il serait opportun, puisque dans nos départements, nous avons d'abord des communautés religieuses de toute sensibilité et qui aspirent justement à militer pour faire arrêter ce scandale effroyable. Donc je voudrais savoir, c'est comment concrètement peut-on faire? Est-ce que par exemple on pourrait réaliser pour les maires, des élus locaux, un texte commun qui permettrait de diffuser en quelque sorte cet appel? Par ailleurs,
Moi, je me ferai l'écho bien modestement, mais puisque nous partons avec 4 sénateurs à l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine, là, il y a une suggestion, on va rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, donc c'est une question à poser concrètement et sur laquelle on peut avoir des réponses. Mais j'attache de l'importance à la déclinaison sur le plan local, faute de quoi on restera en petit cénacle comme ça et nos appels risquent de rester, non pas vains, mais en tous les cas pourraient connaître une ampleur nettement plus importante. Christian, merci. D'abord, on va voir avec Patrick et Barisa, parce qu'on peut éventuellement, avec tous ceux qui sont là et qui peuvent participer à un texte de synthèse, te donner un texte pour l'Assemblée générale des Nations Unies, pour la rencontre avec le secrétaire général. Interpeller le maximum d'autorités, qu'elles soient européennes ou des Nations Unies, est forcément un objectif fort, parce que plus il y aura de prise de conscience, plus on en parlera, et plus il y aura moyen de maîtriser les choses. Deuxième élément sur la déclinaison, je pense que ce qu'on va faire avec Barisa et avec Patrick, c'est que avec la pétition, avec le texte de base, on va peut-être préparer une lettre qui pourrait être une lettre ensuite que chacun des sénateurs qui le souhaitera pourra relayer hors de toute appartenance politique à l'ensemble des maires, des élus locaux de son département. Je crois que c'est vrai que si on se contente de dire il y a un groupe à l'Assemblée, il y a un groupe au Sénat, on interpelle de temps en temps le gouvernement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La prise de conscience, elle passe par le fait que le maximum de nos responsables politiques, à tous les échelons, soient concernés. Vas-y. Monsieur le sénateur, merci pour ces deux propositions. S'agissant des Nations Unies, nous avons dans nos préconisations, et vous avez un dossier où nous demandons un certain nombre de choses, nous souhaitons le vote d'une résolution, en 5 points, qui réaffirme, mais je vous laisse peut-être en prendre connaissance, peut-être que je ne vais pas le développer là, mais c'est extrêmement important pour nous. Si vous êtes d'accord, on prendra la tâche de porter, eh bien on prendra la tâche de votre cabinet et on peut en discuter. Je voulais, par contre, si vous le permettez, sauf si des sénateurs veulent tout de suite intervenir, présenter les membres de ce groupe, parce qu'on ne l'a pas fait. Ou... Ah, pardon. Bon, je voulais féliciter Roger, vous Marisa, ainsi que vous, monsieur, pour cette initiative. Je crois que c'est quelque chose d'important. En ce qui me concerne, sénateur de Haute-Garonne, donc Toulouse, nous avons une colonie libanaise importante et beaucoup d'Égyptiens coptes qui sont là. Et donc, pour les contacts que je peux avoir avec eux, je pense que véritablement il faut se mobiliser. Et je crois que les propositions qui ont été formulées, sur lesquelles je vais parvenir, et notamment voir comment au niveau des territoires on peut agir, est une initiative très importante. Et puis, essayer de voir comment aussi, nous, au niveau du gouvernement et au niveau de l'ensemble des membres de ce gouvernement, on peut agir pour véritablement prendre des initiatives et faire des propositions constructives. Parce que les paroles, c'est très bien, mais il faut passer aux actes. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a des progrès à faire dans ce pays. On a du mal quelquefois à passer des paroles aux actes. Donc sachez que nous sommes un certain nombre avec la volonté d'accompagner cette démarche qui me paraît tout à fait constructive, importante et qui, même pour le rayonnement de la France, est un élément très fort et très important. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais présenter les membres du groupe. D'abord, Michel Varton, qui est directeur de l'ONG Organisation Portes Ouvertes, qui est la principale organisation d'aide aux chrétiens persécutés, une organisation protestante, chrétiens persécutés dans le monde. Et il est avec nous en même temps que Aide à l'Église en détresse, qui est son pendant du côté des catholiques. Il y a... Ah, peut-être alors chacun peut dire en gros quelques minutes. Voilà. Présentez ce que vous faites et qui vous êtes, parce que pour les sénateurs, ce sera plus simple. Voilà. Portes Ouvertes, bonjour monsieur et mesdames les sénateurs. Portes Ouvertes, c'est donc une association protestante, d'origine protestante, qui existe depuis une soixantaine d'années, qui travaille actuellement dans 60 pays autour du monde, où les chrétiens manquent de liberté, où il y a la persécution de différentes façons contre l'Église. Donc, nous sommes représentés dans 15 pays autour du monde. Et une chose que nous constatons avec une vision autour du monde de la persécution, c'est le fait que les choses s'aggravent au Moyen-Orient
et que dans tous les pays dont on parle actuellement, il y a une déperdition de la liberté pour l'Église, une marginalisation des chrétiens, et donc plus de pression contre l'Église depuis une dizaine d'années. Merci. Bassem Tahan, je suis porte-parole du Rassemblement pour la Syrie, une association qui réunit des Syriens, des Franco-Syriens, de France, d'Europe, des deux Amériques. On a des antennes un peu partout. Nous luttons pour une Syrie nouvelle qui intègre tout le monde, n'est-ce pas? Alors, je suis également chrétien. Et permettez-moi là, madame, de vous dire que depuis 40 ans que je suis en France, je travaille essentiellement avec les musulmans du Maghreb à les former dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles. Donc vous voyez un peu l'itinéraire d'un Melkite d'Alep qui vient et qui coopère. Et je crois que ce que vous avez dit est très important, parce que s'il y a un échec des chrétiens et de cette coexistence au Proche-Orient, ce sera un échec pour les musulmans en France également. Il faut extrapoler l'exemple. C'est tout. Merci. 2 minutes, donc, Rafik Abou Fadel. Pardon, Rafik. Merci. Donc, je suis Rafik Abou Fadel, je représente la Rencontre orthodoxe. Nous sommes un groupe issu de la politique. Donc, en fait, ce sont des anciens députés et députés actuels, des anciens ministres et des ministres actuels. Au Liban. Au Liban. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, mais non pas l'actuel, puisqu'il dépend d'un autre groupe politique. Nous avons aussi, aujourd'hui, la personnalité la plus importante de notre groupe est l'actuel vice-premier ministre du Liban, M. Mokbel. La rencontre orthodoxe, en fait, a beaucoup de personnes de la société civile. Nous sommes très proches des évêques de notre communauté, du patriarche, et nous militons pour une pluralité, le multiconfessionnalisme au Liban. Nous luttons aussi pour le respect de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Nous en avons 18 au Liban. Et la rencontre orthodoxe a présenté dernièrement une nouvelle loi qui s'appelle la loi orthodoxe pour pouvoir élire un parlement encore plus proche de ses électeurs et qui représente, plus représentatif de la qualité des électeurs au Liban. Nous avons rejoint le groupe et à ce stade-là, je voulais juste vous présenter un mot de monsieur le vice-premier ministre libanais qui se réjouit de ce que vous faites, qui vous encourage et qui ne regarde que vers l'avant. Nous existons au Moyen-Orient depuis 2013 ans et ce n'est pas aujourd'hui qu'on arrêtera. Merci. Elias. Pas Elias, pardon. Eli Chiaco. Et après, ce sera Elias. Je suis franco-irakien, chaldéen, et secrétaire général d'une association qui s'appelle l'Association d'entraide aux minorités d'Orient. C'est une association humanitaire à Paris. Nous aidons les demandeurs d'asile qui appartiennent aux minorités d'Orient. Nous avons reçu en 2010 les blessés de la cathédrale Notre-Dame de Bon Secours de Bagdad. Nous suivons leur dossier à Paris et en même temps les 1500 réfugiés chrétiens irakiens à Paris. Je voudrais seulement vous donner un chiffre. La présence chrétienne en Irak en 1920, c'était 20%. En 2003, avant l'invasion américaine de l'Irak, ils étaient 5%. Aujourd'hui, il reste seulement 1,5%. 2 tiers des chrétiens ont quitté le pays en 10 ans. Un évêque assassiné à Mossoul, Monseigneur Faraj Rao, et une cathédrale Notre-Dame de Bon Secours à Bagdad en 2010, vous vous rappelez, les terroristes ont pris en otage les fidèles, assassiné 2 prêtres et 50 fidèles et 100 blessés. Et aujourd'hui, les chrétiens espèrent rester dans leur pays et vivre en paix avec les musulmans. Merci. Reste, j'attends vraiment 1 minute. Très bien. Tout d'abord, je souhaite bonne fête à tous les Français musulmans, puisque c'est la fête de l'Eid aujourd'hui. Bonne fête à tout le monde.
Je suis donc Reske Chata, président de l'association Laïcité pour tous. Je suis né dans le quartier juif du Caire, des parents catholiques, et donc à 2 pas de mosquée Lazare. Donc je me considère de naissance juive, de religion chrétienne et de culture musulmane. La dernière fois qu'on s'est vu dans la mairie du 16e arrondissement, j'ai porté un fait qui s'est passé à Alexandrie, c'était très émouvant. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller si loin. On peut aller à 200 mètres du Sénat, de l'autre côté du jardin du Luxembourg, au 101 boulevard Saint-Michel. Il y a le centre culturel d'Égypte. Un groupe de personnes, le 6 octobre, sont intervenus et ils ont fait de l'intimidation pour interdire une soirée culturelle musicale. Ce même groupe, il était hier aux Champs-Élysées, dans le 113e salon de la peinture, qui est 113e édition du salon de l'automne de la peinture. Ils ont fait la même chose pour interdire l'expression de la peinture. Alors, ce n'est pas si loin que ça le danger. On commence par les chrétiens aujourd'hui en Égypte, mais demain, ça sera notre République, la France, qui va y avoir des problèmes. Et c'est pour ça que je vous interpelle par rapport à ça. Merci. Merci, Reske. Le professeur, cette fois-ci, Elias Ward. Oui, je suis Elias Ward, je suis enseignant-chercheur de sciences physiques à l'Université Paris-Sud Orsay. Et je suis franco-syrien depuis 1972, en fait, je suis en France. Je suis également vice-président de l'association des Syriens chrétiens pour la démocratie, inscrite aux États-Unis depuis 2011. Je suis dans l'opposition démocratique syrienne. Et je crois profondément qu'il y a effectivement un danger pour les chrétiens en Orient, en Syrie, et je vais surtout me concentrer sur la Syrie, en fait, dans mes témoignages à venir. Mais je pense que ce danger, comme ça, il a été souligné par Madame le sénateur et par Monsieur le sénateur, vient à une origine et ne concerne pas que les chrétiens. Il faut vraiment l'inscrire dans le danger qui menace tous les démocrates sur place. Et je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faudra traiter le problème. Parce qu'il n'y aura pas d'Orient, je pense, aussi beau comme on le souhaite et on le veut, que dans la présence de toutes les communautés là-bas, et notamment, évidemment, la présence chrétienne. Merci. Merci. Waïda Kouri. Oui, bonjour. Merci Madame la Présidente de nous avoir permis de vous rencontrer aujourd'hui, de vous présenter notre témoignage. Merci Monsieur le Sénateur. Merci Messieurs et Mesdames les sénateurs présents ici et merci Messieurs et Mesdames les membres du collectif. Moi je suis Waïda Kouri, je suis l'association des chrétiens pour la laïcité en Syrie. Comme certains le savent, la Syrie est un pays laïque, où il n'y a pas des partis confessionnels. Les Syriens vivaient en harmonie depuis des siècles, et aujourd'hui cette harmonie est menacée. Alors, moi mon message est le suivant, c'est un message de paix que je vous souhaite faire passer, c'est que l'harmonie dans laquelle vivait le peuple syrien leur revient. Voilà, qu'ils vivaient ensemble, musulmans et chrétiens, et que les chrétiens restent dans leur pays. Merci. Merci, oui, peut-être, Madame, juste vous dire une chose. Dans ces pays, c'est d'abord les musulmans qui sont menacés. C'est d'abord les musulmans qui sont menacés. C'est d'abord eux les victimes d'extrémistes religieux. Et en protégeant les chrétiens d'Orient, en zoomant sur les chrétiens d'Orient, nous protégeons aussi tous ces démocrates qui sont musulmans, qui sont, beaucoup comme moi par exemple, farouchement laïcs et sereinement musulmans, et qui sont pour les droits de l'homme et pour la démocratie. Donc, c'est pas au nom de l'islam, c'est bien... Philippe Aratonian, en vraiment une minute, Philippe. D'accord. Oui, Philippe Aratonian, bonjour. Je suis là donc au titre du collectif des Arméniens et des minorités de Syrie, parce qu'il y a aussi des Arméniens en Syrie, on n'en parle pas suffisamment et assez. Je représente aussi l'association Union franco-arménienne, pardon.
Et nous avons donc constitué ce collectif par rapport à l'enlisement de ce conflit en Syrie et la crainte d'une intervention militaire. Très rapidement les choses, et dans le respect de la laïcité, encore une fois, parce que c'est des principes et des valeurs qui sont tout à fait universelles et exportables. Voilà. Merci beaucoup. Jean Maher, qui est président d'une très grosse association égyptienne. Voilà, je me présente, je suis ingénieur de métier, mais en retraite, enfin jeune retraité, et je préside l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme, que nous avons créée il y a à peu près 1 an et demi, suite à tous les événements qui se sont produits en Égypte. Par ailleurs, je suis aussi d'origine copte, et donc plusieurs associations coptes m'ont demandé d'être leur porte-parole. À l'organisation des droits de l'homme, on a bien sûr des gens de diverses origines, donc français, égyptiens, musulmans, juifs, chrétiens et athées. Et notre but, c'est surtout de promouvoir tout ce qui est droit de l'homme, droit de la femme, et surtout tout ce qui se passe. Essentiellement, nous concentrons notre force sur l'Égypte. Pour l'Égypte, nous avons contacté souvent le Parlement européen. Nous avons fait des conférences au Parlement européen, soit à Bruxelles, soit à Strasbourg. Et nous avons aussi contribué à faire quelques manifestations quand il s'agissait d'aider et d'appuyer justement ce que vous avez dit, les musulmans et chrétiens ensemble qui sont en Égypte et qui luttaient pour la démocratie. Si j'ai un sujet, c'est surtout au niveau des filles kidnappées et mariées par force et converties à l'islam. N'en parlons pas de comment ça se passe, parce que c'est horrifiant. Et je suis content qu'il y a le député Alain Marceau qui a fait une demande auprès de Mme Kerviller. Et je souhaite vraiment appuyer cette demande-là, parce que si nous réussissons, si la France réussit à amener un seul de ces criminels à la justice, je crois que ça serait un très grand accomplissement. Il y a des milliers de filles, parce que ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'ils ont démarré, qui ont été enlevées de leurs parents, qui ne les voient plus jamais, et qui ont été converties à l'islam. On ne sait pas où elles sont, mais il y en a où on sait, et on sait qui sont les criminels, et on sait qu'il y a de l'argent qui est payé, 50 000 $ pour une fille. Donc là, c'est horrifiant. Alors, si vraiment on arrive à faire quelque chose à partir de la France, je crois qu'on aurait gagné quelque chose. Merci. Non, mais, on ne va pas reprendre sur chaque élément. Et il est évident que on a été saisi d'ailleurs d'un certain nombre de dossiers d'enlèvement et le ministère des Affaires étrangères français est parfaitement au courant. Ce que je redis, ce que je disais au tout début, le problème, il est non seulement dans le fait de savoir, parce que au final, et quels que soient les efforts de ceux qui ne voudraient pas qu'on sache, on finit par savoir. Le problème, c'est que dans l'océan d'information, le fait de savoir ne disparaisse pas par rapport à ce qu'on peut considérer comme des sujets plus lourds. Qui prend le pouvoir en Égypte? Qui gagne la guerre en Syrie? On a un peu le sentiment que c'est ça qui compte, plus que des événements comme ceux que vous décrivez. Donc l'importance de ce que l'on fait aujourd'hui et de la pétition qui a été lancée, de l'organisation qui a été lancée par Patrick, c'est de dire, maintenant, nous, on ne va pas se focaliser sur politiquement, militairement, etc., mais sur exactement ce qui arrive, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau des enlèvements, qu'est-ce qui se passe au niveau des destructions d'églises, qu'est-ce qui se passe au niveau des meurtres, etc. On veut savoir, on veut interpeller le gouvernement, l'Europe, l'ONU, parce que on a après, forcément, politiquement, peut-être des appréciations différentes sur ce qui se passe en Égypte, sur ce qui se passe en Syrie, sur ce qui se passe en Irak. C'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est de dire humainement, au niveau des droits de l'homme, au niveau du respect des chrétiens, au niveau de la vie de tous les jours, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et donc, là-dessus, on va travailler, interpeller, pour que, comme vous le disiez, après tout, si effectivement, on arrive après l'initiative de mon collègue Alain Marceau à amener au moins ça met en lumière. Ça met en lumière et ça pourra peut-être avoir une influence beaucoup plus grande que sur le 1-2. C'est ça l'importance. Merci. Le docteur Antoine Chédid, Rassemblement pour le Liban.
Bonjour à tous, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, je vous remercie pour votre accueil. Donc moi je suis cardiologue de métier, je milite au sein du Rassemblement pour le Liban en France et qui représente le courant patriotique libre au Liban présidé par le général Michel Aoun. Notre mouvement au Liban regroupe 27 députés au Parlement, 10 ministres au gouvernement, donc un tiers du gouvernement. C'est le plus grand groupe parlementaire au Liban. Nous œuvrons pour combattre la corruption dans le pays et surtout pour préserver la présence des chrétiens au Liban. Parce qu'au fil de l'histoire, et notamment ces dernières années, on a vu la position des chrétiens s'affaiblir petit à petit. Ils ont perdu leur place et le poids politique qu'ils occupaient. Et notamment, le président de la République, on a vu abroger ses prérogatives après les accords de Taïf. Le Parlement libanais, qui est composé de 50% des chrétiens et 50% des musulmans, ne représente pas vraiment des chrétiens, parce que les 2 tiers des députés chrétiens sont élus par les musulmans, et donc ne représentent pas leur communauté, mais les autres communautés qui les ont fait élire. Donc nous œuvrons pour que les chrétiens récupèrent leur place forte sur l'échiquier politique libanais, pour que les chrétiens restent ancrés dans leur terre. Il ne s'agit pas uniquement, humainement parlant, d'éviter les massacres, mais il faut aussi préserver une présence quantitative et qualitative des chrétiens au Liban pour rassurer les chrétiens au Moyen-Orient tout entier. Parce que, comme vous avez tous dit, les chrétiens sont le pont et le trait d'union entre l'Europe et l'Occident. Ils sont également l'Orient est depuis la nuit des temps un mélange de cultures et de différents peuples qui se sont succédés sur cette terre et qui ont donné naissance à un brassage culturel unique. Donc nous devons préserver cet héritage exceptionnel. Merci. Je signale que nous avons effectivement avec nous le Rassemblement pour le Liban, mais est aussi présent dans la coordination les forces libanaises, les représentants des forces libanaises et des cadets qui ont positionnement au Liban diamétralement opposé au Rassemblement pour le Liban, mais qui militent tous pour la même cause. C'est la même chose pour la Syrie. Nous avons aussi le docteur avec nous, Pierre-Joseph. Bonjour, Pierre-Joseph, je représente l'Union des patriotes syriens. Je suis médecin de profession et cette union a souhaité accepter rapidement avec grande joie la proposition de Patrick pour fonder cette coordination. Et bien que nous sommes laïcs et en grande majorité non chrétiens, ils ont tous souhaité défendre notre cause qui est prioritaire pour eux. Simplement un petit témoignage du fait que je suis d'origine syrienne et que j'ai des liens assez importants dans ces pays. Il y a un fait nouveau. Moi, je me souviens quand j'étais très jeune, en fin des années 60, que ma famille pleurait, alors il n'y avait pas de mort chez nous. Même j'ai vu des hommes, je me rappelle des hommes morts, qu'est-ce qu'ils pleuraient. Et plus tard, j'ai appris que c'était les décès du général de Gaulle. Sinon, des raisons, bien sûr, que nous sommes ici, je pense tous, c'est notre attachement à la France. Mais il y a un fait nouveau. Les Syriens ne souhaitent pas demander aux autres d'aller régler les problèmes entre eux, avec les musulmans surtout, parce qu'il n'y avait pratiquement pas de problème. Quelques épisodes dans l'histoire liés à des événements souvent extérieurs. Mais là, il y a un fait nouveau. Ils ont remarqué que la France s'est éloignée de chrétiens comme musulmans. Et depuis quelques temps, ils sentaient qu'il y a un vent mauvais qui vient de l'autre côté que l'Europe et qui joue un rôle mauvais parmi cette communauté chrétiens, musulmans et autres. Et donc, ils sont obligés de parler, de demander au secours, non pas parce que l'islam, à l'intérieur de la Syrie, au Liban ou aux autres pays, qui les dérange, mais c'est vent mauvais qui vient de l'autre côté. Et c'est vent mauvais si l'Europe et la France, parce que les Syriens, je parle pour les Syriens, considèrent la France la première puissance qui est capable d'aider et qui a des liens assez intimes avec l'Orient et avec la Syrie,
si on n'agit pas, ces vents mauvais ne restera pas en Syrie. Il la traversera et l'Europe, c'est juste à côté. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Jérôme Jawad Ajar. Bonjour, Madame la Présidente, mon cher Roger, Mesdames les sénatrices. Je vais vous parler Je suis vice-président du Conseil économique de Saint-Julien-le-Pauvre. Je suis un franco-libanais. J'ai eu la chance d'arriver en France à l'âge de 19 ans en 90 avec 50 francs. Et j'ai eu 2 entreprises dans le mine d'Orangis. Et c'est un beau pays parce qu'on peut réussir en commençant de zéro. Voilà. Et j'ai fui la guerre du Liban quand je suis venu en France. Mais aujourd'hui, je vais vous parler rapidement avec mon cœur de chrétien d'Orient, de Melkite, de grec catholique. Dommage que Christian Cambon et Catherine soient partis parce qu'on a été reçus, j'ai amené le patriarche Melkite en 2012 ici, on a été reçus par Jean-Pierre Raffarin, il y avait Charles Brevet aussi, et le patriarche leur a dit attention, les armes ne résolvent pas le problème, bon là, attention, les chrétiens sont en danger, attention, attention. Et quand Patrick a lancé cette coordination, j'ai suivi tout de suite et j'ai dit les chrétiens sont en danger. Et ils sont vraiment en danger. Et je vais vous dire une image qui parle beaucoup, qui peut-être fait un peu rire. L'image des chrétiens d'Orient, la situation ressemble à un homme en plein hiver qui perd son manteau en Égypte, sa veste en Irak, son pantalon en Syrie et qui se retrouve en sous-vêtements au Liban. Voilà la situation des chrétiens. Et je voudrais vous dire que la France a toujours joué un rôle historique, a toujours été avec le Moyen-Orient, et pas qu'avec les chrétiens, avec tout le Moyen-Orient. Et le général de Gaulle, en allant en 1929 au Moyen-Orient, il a dit « Je pars en Orient compliqué avec des idées simples ». Et l'idée simple, elle est toute simple, il faut protéger les chrétiens d'Orient, parce que si on peut protéger les minorités, il faut commencer par les chrétiens d'Orient, pour aboutir à la paix, aboutir au vivre ensemble. Parce que cette région et toutes les communautés sont condamnées à vivre ensemble. On ne peut pas, on est fait pour vivre ensemble, on ne peut pas. Merci à vous, merci. Merci. Une dernière intervention, je voulais remercier Michel Tamine qui joue un rôle important chez nous, mais une dernière intervention, alors c'est Astrid. Je confonds Arda et Astrid Daglian. Astrid Daglian, vraiment 1 minute Astrid. Moi je vais juste vous dire que je suis une journaliste et en même temps activiste des droits de l'homme. Toute ma vie, j'ai œuvré pour ceux qui étaient persécutés. J'ai passé toute ma vie sur cette ligne-là. Quand la guerre était éclatée en Syrie, je suis partie 3 fois dans le nord de Syrie. Et j'étais avec la population arménienne et kurde dans le nord de Syrie, ainsi que d'autres chrétiens. En fait, ce que j'ai vu, tout ce qui était là-bas, tous ces peuples qui étaient dans le nord de Syrie, c'était en fait, la plupart, c'était rescapés du génocide des Arméniens. Ou ceux qui ont subi, en fait, le génocide qui est passé dans l'autre côté de frontière, qui a diminué le nombre de chrétiens de 30% à aujourd'hui 0,99, c'est même pas 1%, quoi, dans l'autre côté. Et en dehors d'Istanbul aujourd'hui, il n'y a ni une église, ni une synagogue se trouve, parce que moi j'ai vu dans l'autre côté des frontières des églises en ruine, des synagogues en ruine. Donc ils ont imposé une identité, mais les musulmans, ils n'y sont pour rien. Parce que ce que j'ai constaté dans le nord de Syrie, les musulmans arabes, les musulmans kurdes, les arméniens chrétiens, les assyriens, ils étaient tous ensemble. Ils essaient s'entraider, ils ont même créé des milices d'autodéfense ensemble. Et moi j'ai écrit même des articles sur ce sujet-là. Donc, à vrai dire, je suis là aujourd'hui pour demander, je vous sollicite pour qu'on les aide, ces gens qui veulent uniquement vivre ensemble, en harmonie. Voilà. Est-ce que nos 2 collègues sénatrices qui nous ont rejoints après les autres veulent dire un mot, intervenir? Je vous donne la parole. Merci Roger. Oui, Aix-en-Provence, nous sommes effectivement très mobilisés déjà sur la cause arménienne, comme tout le sud de la France, puisqu'il y a eu
il y a une diaspora importante, hein, et qui fait valoir sa voix avec justesse, je trouve. Oui, moi, mon avis, c'est que je suis extrêmement laïque, je suis radicale et très orientée effectivement sur la laïcité. Je pense qu'effectivement, nous devons saisir l'ONU, les organisations internationales, mais qu'il faut peut-être se méfier d'une chose, c'est de stigmatiser plus encore les populations chrétiennes par un aspect trop religieux dans le texte. Il me semble qu'il serait peut-être bon de parler de minorités religieuses en donnant l'exemple des chrétiens, en disant que ce sont les premiers persécutés au monde, mais en accentuant peut-être le côté généraliste de la pétition. Voilà. De manière à ce qu'elle puisse sensibiliser beaucoup plus encore, beaucoup plus largement. Merci Madame la Sénatrice. Et justement, si vous regardez nos préconisations, Madame la Sénatrice, nous parlons effectivement des minorités, et en particulier chrétiennes, quand on demande d'évaluer les politiques dans cette région, dénoncer toute atteinte aux droits de l'homme, à la liberté de culte, à la liberté, notamment pour... Donc vous avez absolument raison, Madame la Sénatrice, et c'est ce que nous avons fait dans dans les préconisations, dans les sollicitations que nous présentons aujourd'hui au Sénat, mais vous l'avez dans le dossier. Mais merci pour votre... Pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de lire l'intégralité. Voilà, merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, c'est quand même, là, cette tribune, c'est ce qu'il faut. Hein. Ah oui. Parce qu'on est en train de dire, on est là pour les chrétiens d'Orient, Barisa est musulmane et moi je suis juif. Je veux dire, on est tranquille. On n'est pas là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour dire on va faire quelque chose de, entre guillemets, religieux. Le problème, c'est que moi, je suis convaincu et persuadé que lorsqu'on respecte les minorités, lorsque les minorités ne sont pas persécutées, lorsqu'elles sont respectées, lorsqu'elles peuvent vivre librement, pleinement leur religion, ça veut dire que dans le pays où ça se passe, la démocratie existe. Parce que le vrai sujet, il est là. Moi, je ne connais pas de dictature qui respecte toutes les minorités, et je ne connais pas de démocratie pleine, entière, sereine, qui ne respecte pas ces minorités. Et en fait, le combat pour les minorités religieuses, et en l'occurrence pour les chrétiens d'Orient, c'est en même temps, globalement, un combat pour une idée d'une démocratie qui respectera les musulmans, les chrétiens, les juifs, tout le monde, dans tous les pays concernés. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on dit qu'une église est brûlée, la démocratie n'est pas respectée. La vie d'une minorité, c'est l'image d'une société. C'est ça la vérité. Et donc, là-dessus, il n'y a pas... c'est pas uniquement sur... Et tu as raison. Il ne faut pas qu'on dise on défend strictement une confession ou une conviction, mais c'est en défendant cette confession et cette conviction qu'on défend en fait le bien vivre, le vivre ensemble dans les pays concernés. Parce que sinon, forcément, les excès, on les connaît. Est-ce que, pardon, cher collègue, oui, pardon. Je voudrais à mon tour soutenir la position de Sophie parce que, à titre personnel, depuis 6-7 ans, je fais partie d'un groupe interreligieux composé dans les Yvelines, et donc les juifs, les musulmans, les chrétiens. Et c'est ainsi que j'ai très bien connu le président Sandler qui a eu son fils et ses 2 petits-fils assassinés à Toulouse. Et nous, tous ensemble, nous étions autour de lui. Et c'est ainsi que ça peut marcher. C'est par même des toutes petites minorités additionnées peuvent faire remuer quelque chose. C'est ce qui se passe de Versailles, ça a été créé à Versailles, et maintenant ça va jusque dans les Hauts-de-Seine, je crois, hein, tu le sais, voilà, et dans les Yvelines. Voilà, c'est pour ça que je soutiens la position de Sophie. Tous ensemble, toutes les minorités, nous pouvons agir.
Allez-y. En fait, je voudrais revenir sur un sujet. C'est vrai ce que vous avez dit, c'est-à-dire que si on ne défend pas une minorité, ça va faire effet boule de neige. Mais aujourd'hui, le grand problème, ce sont les takfiristes qui ne respectent personne. Si les takfiristes prennent le pouvoir en cassant toute multiculturalité et toute multireligion, les musulmans modérés seront les prochains sur la liste des takfiristes. Et c'est ça qui est le grand problème. Parce qu'ils commencent par les petites minorités, si je puis dire. Ils ont déjà poussé les juifs en dehors de leur pays. Il y a des juifs libanais, il y a des juifs chinois, il y a des chrétiens mongoliens, il y a des chrétiens d'Inde, il y a des musulmans du Brésil. En fait, l'extrémisme musulman est le fléau, car cette minorité extrémiste est en train d'imposer par la force des armes et par les pogroms et tout ce qui suit, à éliminer systématiquement tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et c'est dans cette région du monde que ça a commencé, mais malheureusement, c'est là où il faut aller pousser, appuyer et faire un holà et faire arrêter ceci. Eh bien, cher collègue, tu viens d'arriver, mais est-ce que tu veux dire quelque chose Non, je veux simplement dire que j'aurais aimé arriver dès le début, je n'ai pas pu le faire, mais j'ai tenu à venir pour manifester tout ma solidarité, mon intérêt et ma conviction. Je suis conscient du problème. Je voudrais simplement porter à votre connaissance que nous avons en particulier un élu des Français du Liban qui s'appelle Jean-Louis Mingui, un certain nombre d'entre vous le connaissent peut-être, qui est extrêmement mobilisé. Il est parti de l'ordre de Malte où il est très actif, très engagé et très concerné par le sujet. Je le tiens au courant de vos activités et il faut savoir qu'il y a sur place là-bas, enfin, vous n'avez pas forcément besoin, mais un relais important et très motivé, un garçon efficace qui voyage beaucoup dans la région du Golfe et du Proche-Orient en général. Jean-Louis Mingui, M-A-I-N-G-U-Y. Oui, peut-être. Écoutez, personnellement, moi j'ai été heureuse de vous écouter, de vous entendre, de voir qu'il y a une union autour de cette question. C'est important pour nous de savoir qu'il y a des gens à qui on peut parler de cette question, que vous êtes ensemble. Ça, c'est très important, au-delà des différences qui vous traversent et qui sont tout à fait normales. Moi, je voudrais juste redire la chose suivante. Dire, ne jamais oublier que ce sont d'abord les musulmans qui sont les premières victimes de ces fous. Que vous l'êtes par effet collatéral, que vous l'êtes également. Et que je suis d'accord avec Roger quand on dit qu'on mesure le niveau d'une démocratie au respect de la diversité. C'est valable en France comme c'est valable ailleurs. Et c'est encore plus valable chez vous, encore plus valable dans vos pays respectifs. Vous dire que moi je vous considère comme les passeurs entre l'Orient et l'Occident, que vous êtes le produit de leur synthèse, c'est rare, vous êtes cher, et même le produit du dépassement de leur antagonisme respectif. Et donc nous avons besoin de vous, de ce trait d'union entre l'Orient et l'Occident, en tant que produit de leur synthèse, la synthèse de ce qu'ils ont fait de plus beau. Et donc c'est important pour nous, à ce titre-là aussi, de vous soutenir. Et puis redire encore une fois que ces extrémistes, cette minorité d'extrémistes, bafouent, je le dis encore une fois, bafouent leur foi, bafouent leur identité, en se comportant de cette manière au nom d'Islam. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est Barisa qui arrive pour terminer, on ne part pas après la vice-présidente. Allez-y. Allez-y, on n'a pas 3 minutes. Merci beaucoup, parce que en fait, j'ai pensé qu'il s'agit d'une simple présentation, parce qu'il y a des choses importantes à dire justement sur ce sujet, même si j'ai précisé en fait que le combat principal à mener, ça ne sera pas
vraiment pour protéger les chrétiens. Ce n'est qu'une partie, effectivement, de cette population authentique de là-bas. Et je pense on n'a absolument pas le droit, et ça a été rappelé, donc ça n'a pas été fait de cette façon, de réduire le problème et le danger là-bas, juste à la communauté chrétienne. Tout démocrate aujourd'hui en Syrie, depuis les événements de la mi-mars 2011, est menacé aujourd'hui. Ce danger a été effectivement aggravé singulièrement depuis 2013 en particulier, et l'apparition de ces groupuscules djihadistes. Mais je pense qu'on fera une grave erreur de ne pas faire attention à la cause de la création, de l'apparition de ces djihadistes. Sinon, on ne verra que la partie apparente de l'iceberg. Il y a des commanditaires, évidemment, à ces groupuscules djihadistes qui se trouvent dans des puissances peut-être régionales, mais aussi à l'intérieur de la Syrie. Et je pense, à juste titre, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, vous avez bien rappelé le rôle également de la dictature, effectivement, dans cet aspect des choses. Et je crois donc la solution c'est vraiment, il faudra aider les démocrates là-bas sur place pour le retour de la démocratie et bâtir une Syrie laïque et citoyenne pour tous. Merci. Merci beaucoup, Elias. Quelqu'un veut ajouter de passage? Oui, moi je voudrais revenir, n'est-ce pas, à la stigmatisation des minorités, à ce que vous avez dit. Je vous donne un témoignage direct d'Alep. Depuis le début de la guerre et ces derniers temps, les quartiers qui sont bombardés à Alep la nuit sont les quartiers de musulmans modérés et de chrétiens. Les quartiers qui sont sous la même mise des takfiris sont les otages de ces takfiris. Et j'ai dit que la plus grande minorité avant, dans la même coordination, qui étaient persécutée, ce sont les sunnites modérés. Vous avez raison, et ça on le voit en Syrie. Je terminerai par deux choses. La Syrie est aujourd'hui le nouveau sanctuaire islamiste du monde. Et si on ne fait pas attention à la Syrie, c'est l'Égypte qui va le devenir, et comme c'est un plus grand pays, ça va encore être plus grave. Et là, il faudrait, sans faire de politique, que l'Europe rappelle à l'ordre la Turquie, qui permet le passage de tous ces takfiris. Merci beaucoup. Merci, Bassam. Je pense qu'on ne prend plus... Non. Bon, vas-y, Michel. C'est juste, moi, je voulais dire, c'est aider les chrétiens, c'est pas parce qu'on est dans un pays laïque qu'on ne peut pas les aider. Aider les chrétiens, c'est justement porter assistance à un groupe en danger. C'est tout ce que je veux dire. Il n'y a pas de laïcité à aider un groupe en danger. Merci beaucoup, merci. Et je vais juste simplement rappeler un fait. C'est que oui, les musulmans sont les premières victimes de ce qui se passe, mais proportionnellement, les chrétiens subissent beaucoup plus. Et on le voit dans les chiffres des départs, puisqu'on est passé de 20% de la population il y a 50 ans à 6% aujourd'hui et demain 2 à 3%. Donc oui, effectivement, il y a une question chrétienne, il y a une question chrétienne spécifique, parce que ce vivre ensemble que les chrétiens portent en eux, ce sont quand même eux les meilleurs défenseurs de l'islam, les meilleurs connaisseurs de l'islam, les meilleurs aujourd'hui avocats de ce que peut être un pays dans lequel des religions cohabitent. Eh bien, une disparition de ces chrétiens signifierait une perte pour tous et pour l'humanité. Merci à tous.